ça fait la honte de voir un grand juriste comme M. Robero créer une confusion. Pour moi, en tant que chef de l'État, parce que les gouverneurs, ce sont les représentants du chef de l'État en province. Ils doivent rester dans la philosophie du chef de l'État. Ils doivent rester dans le regard du chef de l'État. Ils doivent respecter les instructions du chef de l'État. Mais quand tu sais de voir le chef de l'État, le chef de l'État, garant, mais un gouverneur, il s'est dit, moi, je suis du PPRD, qui ont eu la chance d'aller faire le démembrement du Katanga pour faire partir à l'époque Moïse Katumbi. C'était moi qui étais parti, vous savez, pour faire le démembrement. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne clébois.com. Aujourd'hui dans mon émission, je reçois un homme politique pour la première fois. Je suis même ravie de le recevoir sur mon plateau, Monsieur Thierry Bétou. Mais comme vous, au niveau de la chaîne clébois.com, vous n'avez pas l'habitude de le voir, je vais le laisser se présenter. Je pense qu'il sera le meilleur pour se présenter et nous parler un peu de son parcours. Donc tout d'abord, je vais le remercier d'avoir accepté mon invitation sur mon plateau. Bonjour Monsieur Bétou. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien Madame. Comme je disais à nos internautes, à nos téléspectateurs, je vais vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous Monsieur Thierry Bétou? Madame, je suis Monsieur Thierry Bétou. Je suis un acteur politique. J'ai fait mes études à Lubumbashi, où j'ai les diplômes de la licence en sciences économiques publiques et industrielles. Et puis j'ai assumé beaucoup de fonctions dans le cabinet. Dans le temps, je fus conseiller du gouverneur du Kasaï oriental, le gouverneur Dominique Kankou. C'est moi qui gérais tout le reste de la province avec le gouverneur Dominique Kankou. Juste après, j'étais au cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le professeur Évariste Bouchab. Je fus conseiller en charge de la territoriale. Juste après le départ de son Excellence Évariste Bouchab, j'étais reconduit par son Excellence Emmanuel Ramazani Chadari, où j'occupais le poste de conseiller en charge de l'administration et suivi des activités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et juste après, je fus directeur de cabinet adjoint au Conseil économique et social avec le président Niati. J'ai travaillé longtemps avec lui. Après, c'était bien rempli. Oui. Mais tous ces postes de conseiller que vous êtes en train de nous énumérer, vous faisiez partie de quel parti? Pour terminer, madame, j'ai eu à terminer au ministère du Plan. D'accord. Avec l'initiateur et visionnaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le sénateur Bahati Lukwebo, où je fus son conseiller en charge de la coordination des structures techniques et suivi des budgets d'investissement. Et pour répondre à ta question, vous savez, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'était parmi les forces qui ont eu à gérer les FCC. Parce que quand on parlait du PPRD, automatiquement c'était l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui venait après. Et ce qui fait que l'excellence Bahati Lukwebo, il m'avait recommandé dans les différents ministères. C'est comme ça que j'ai assumé les deux fonctions au sein de la vice-primature, que nous appelons vice-ministère de l'Intérieur et Sécurité. Donc, en résumé, c'était ça, madame. Très bien, merci, monsieur Bétou. Oui. Donc, je pense qu'on a fait le résumé de votre parcours politique, professionnel aussi, parce que c'est une profession. On va parler un peu, pour commencer au niveau de l'émission. Donc, la FDC, monsieur Bahati, qui est le président, où vous en êtes actuellement? On sait qu'il y a eu un divorce, une séparation au niveau du FCC. Actuellement, on en est où? Oui, madame, pour répondre à ta question, je voulais donner une petite historique.
l'AFDC, c'est toute une histoire. Il y a l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, tout court. Et il y a AFDC A, c'est-à-dire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Le 2, on a un seul président statutaire, c'est l'autorité morale sénateur Bahati Lukwebo. Et moi, je me rappelle au moment où, de la création de ce parti, là, je vivais ici en Europe, les professeurs sénateur Bahati Lukwebo, à travers quelques amis politiques, donc, il nous a contactés à l'époque. Et on a eu à descendre à Kinshasa et c'est comme ça que je fais partie des membres du collège de fondateurs de l'AFDC. Donc vous étiez de la diaspora et vous êtes redescendu. Justement, je suis parmi, à l'époque, tout jeune, parce que c'est 10 ans passés, hein. On était encore trop jeunes. Et nous sommes allés à Kinshasa et on a créé l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Je suis parmi les membres du collège de fondateurs. Et à l'époque, je suis le vice-président national en charge du Kasaï. Quand je suis de voir l'histoire, c'est moi qui ai implanté l'AFDC dans les 2 provinces du Kasaï oriental et Kasaï occidental à l'époque, actuellement Kasaï central, et à l'époque l'ex-Katanga. Et l'ex-Katanga, j'étais accompagné avec un ami qui est déjà parti, c'était mon collègue de l'université, mais c'est Patrick Moland, parce qu'on a eu à terminer avec lui à l'université. C'est un grand homme. Un grand opérateur économique actuellement à Lubumbashi, il est dans le pétrole, c'est un pétrolier, il a des stations d'essence, c'est mon collègue avec qui on avait terminé, et c'est parmi les gens qui m'ont contacté, y compris mon ami Jacques Mounip, qui est maintenant parti avec Madame Néné Koulou, il est dans son cabinet, ils travaillent ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé la FDC, j'ai eu ces postes, on a implanté le parti des 2 provinces, les 2 provinces du Kasaï et le Katanga, parce que je suis né grandi aussi à Lubumbashi. Vous savez, c'est un milieu que je maîtrise bien. Très bien. Alors voilà, en résumé, madame, c'était ça. Mais pour l'AFDCA, c'était au mois des élections. Vous savez, la plupart des partis politiques, avec le changement de la constitution de la loi électorale, il était difficile d'atteindre le seuil. Alors, c'était important maintenant que les partis fassent des alliances. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'alliances au niveau de la majorité. Il y a eu BPRD et alliés, AFDC et alliés. C'est là maintenant que nous, on a fait recours aux alliés. Et vous étiez quand même plus proche. J'étais toujours là. Et là, j'étais. Pour faire alliance avec eux. Bon, nous, on n'était pas proche du PPRD, mais on était dans l'alliance. C'était le plateforme FCC qui nous était avec le PPRD. Mais vous aurez pu faire partie de Cash. Oh, ben écoutez, pour le cash, c'est-à-dire, on va en parler, madame. Le cash est venu après, mais avant, c'était l'historique que j'étais en train de donner. Mais c'est à l'époque qu'on a eu à travailler dans le FCC à travers AFDC et AFDCA. C'est-à-dire, il y a 2. On prend pas de l'AFDC, peut-être les gens ne comprennent pas. Le début, c'était Alliance des forces démocratiques du Congo, tout court. Aux élections de 2011, nous sommes allés comme Alliance des forces démocratiques du Congo. Et c'est en 2018, on a ajouté le A, il y a eu des alliés. C'est là qu'on a vu, tous ces gens sont venus, le Steve Mbikai, tous ces mondes-là sont venus juste après comme des alliés. Maintenant, comme dans notre statut, c'est dit, le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, il est automatiquement président de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié. Ça, c'est au niveau du statut de notre regroupement. C'est comme ça que l'autorité morale, Bahati Lukwebo, il est président statutaire de l'AFDC et de l'AFDC et allié. C'est juste donc. Voilà. Donc après les élections, on a tous vu, donc le PPRD prend l'Assemblée, le Sénat. Vous n'avez pas grand-chose. Donc d'où le divorce, d'où la séparation avec le FCC. Oui, mais tu sais, madame, vous savez, l'autorité morale, le sénateur Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un, c'est un monsieur bien expérimenté. Et nous, c'était par injustice qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation avec le sénateur Bahati. Je veux dire ceci, tu sais, à l'époque, dans notre plateforme, le FCC, il y avait le PPRD, il y avait AFDC et alliés. Quand tu sais le nombre de députés, donc après le regroupement AFDC, donc PPRD et alliés, c'était AFDC et alliés qui avaient beaucoup de députés. Automatiquement, comme Madame Jani Mabunda, elle est présidente
de l'Assemblée nationale. Et automatiquement, Elie perdait. Et le Sénat devait revenir même au niveau avec le sénateur Bahati. C'est comme ça l'autorité morale, qui est notre président statutaire, l'initiateur et visionnaire de l'AFDC, sénateur Bahati Lukwebo, il avait posé sa candidature. Et juste le fait qu'il a posé la candidature, nous étions surpris qu'il y ait eu trop de problèmes et tout. Et puis, on a été révoqué. Et voilà. Quand on est révoqué, madame, c'est tout l'affaire. On a qu'à prendre acte. Et puis voilà, on a mais vous êtes des politiciens. Les politiciens ne restent jamais à côté. Est-ce qu'il y a des nouvelles alliances qui vont se faire d'ici peu? Bon, madame, moi je te parle, l'AFDC, il a plus de 31 partis alliés. Plus de 30 partis alliés. Et nous, nous sommes parmi les fidèles. Nous sommes parmi les hauts cadres qui sont restés fidèles à Bahati Lukwebo. C'est comme ça que nous nous retrouvons ici à Paris. D'ailleurs, pour bientôt, nous serons payés pour assister à toute réunion et puis chercher aussi à défendre les intérêts les idées du parti, de notre regroupement politique AFDC et alliés. Donc, ce sont des alliances qui se font, qui se défont, mais nous, on n'a pas de choix, madame. On est là et nous sommes en train d'observer. Nous sommes dans une opposition, pas une opposition comme telle, mais nous sommes dans le... parce qu'on a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. On a beaucoup de députés. Et tous ces députés-là, c'est ça la force de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. C'est comme ça, nous sommes là. Donc, tous ces députés sont restés fidèles à bon, l'excellence Bahati. Oui, il y en a d'autres qui sont prêts à partir pour aller... Non, pas prêts à partir. Il y a eu un groupe de gens, vous savez qu'il y a eu manipulation au sommet. Il y a eu manipulation au niveau même des services à l'époque. Donc, on a vu les gens... qui ont travaillé, les gens du PPRD qui se sont mêlés dans cette histoire pour manipuler quelques cadres de l'AFDC et alliés pour quitter, pour se dire que non, ils ont leur AFDC. Bon, écoutez, même quand on a créé l'AFDC et alliés, il était le seul. Moi, je me rappelle même le frais de caution de candidats et tout ça, pour les Kasaï, il m'avait confié cette responsabilité. Tout le monde, les Steve Mikaï, ils ont reçu les quotas pour la campagne de ces candidats, même lui-même, la caution, il avait reçu. Bon, c'est pour vous dire, vous savez, nous sommes en politique. Des fois, ce sont nos frères, ce sont nos camarades, ils sont manipulés, mais je sais qu'un jour, il faut revenir à la raison. Voilà. Très bien. Mais M. Bahati va bien. Il va très bien. Il va très bien. D'ailleurs, avant l'émission, j'ai échangé avec lui. Je lui ai dit que non, je vais passer une émission tout à l'heure avec Mme Pichou pour la toute première fois. Très bien. Merci beaucoup, M. Beto. On a bien suivi au niveau de votre parcours. Vous avez été donc conseiller dans plusieurs cabinets. Oui. Donc actuellement, il y a le recensement. Tout le monde parle des élections de 2023, tout le monde parle aussi du recensement. Je sais que vous avez travaillé en tant que conseiller avec le professeur Évariste Bochab, et vous avez justement travaillé sur le recensement. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce que vous en pensez et donner votre expertise aussi par rapport à ça? Oui, madame, c'est comme vous l'avez dit, je travaille avec les deux, les professeurs Évariste Bochab et son excellence Emmanuel Ramazan Chadari. Alors, travailler sur les recensements, c'est trop dire. C'est-à-dire, nous avons travaillé avec des attributions au ministère de l'Intérieur. Avec Bochab, je fus conseiller en charge de la territoriale. Et avec Ramazan Chadari, j'étais conseiller en charge de l'administration et suivi des activités du ministère de l'Intérieur et évaluation. C'est-à-dire, avec mes attributions, j'ai eu à traiter des dossiers de l'ONIP. Et à chaque fois, on avait beaucoup de dossiers de l'ONIP. Soit son excellence Évariste Bochab nous envoyait, soit c'était Emmanuel Ramazan Chadari. Mais quand tu essaies de voir, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a 9 directions au ministère de l'Intérieur. Il y a le 7e direction, c'est les directions qui s'occupaient beaucoup plus de M. Kassongo, qui s'occupe de la population, là où il y avait les attributions de l'ONIP. C'est comme ça, à chaque fois, quand tu vois que non, il y a une décision de l'ONIP, il y a le vice-premier ministre qui doit exécuter et faire les suivis. Même l'ordonnance, nommant le directeur de l'ONIP. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui doit faire le suivi et l'exécution de cette ordonnance. C'est pour vous dire que non, les attributions de l'ONIP, c'est au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Quand tu essaies de voir un peu plus l'ordonnance présidentielle
créant l'ONIP. C'est la même chose. Quand tu suis devant encore l'ordonnance de fonctionnement des ministères, les attributions au niveau du gouvernement, tu verras que non, à l'époque, avec les chefs de l'État Kabila, il y avait l'ordonnance. Les ordonnances là, c'est pour voir comment le ministère peut fonctionner, les attributions et tout, et tout, et tout. Ce sont les mêmes attributions. Même ce que le chef de l'État actuel, le chef de l'État Félix Tshisekedi, ce sont les mêmes. Mais ça pose des questions. Roubero, il a fait longtemps comme ministre de la décentralisation. Il n'avait jamais fait cette demande quand nous étions là. Et parce qu'on savait qu'à l'époque, Roubero était du FCC. Et nous, à l'époque, au ministère de l'Intérieur, quand on a eu à travailler avec le professeur Emmanuel Chadari, Bochab, et même quand Mova est venu, donc c'était le FCC, mais Roubero, on avait fait une demande. Mais c'est un peu gênant. Et aussi, ça fait la honte de voir un grand juriste comme M. Roubero créer une confusion. Et c'est C. Roubero, ou derrière lui, il a quand même il a des calculs politiciens qui veut peut-être chercher un peu pour ne pas peut-être se faire voir. Bon. Tu vois, donc ça pose un peu beaucoup de problèmes, mais à ce que je sache, madame, l'ONIP dépend du ministère de l'Intérieur. Et l'ONIP dépend de la direction du directeur Kassongo, de la population, où il y a des attributions de l'ONIP. Et quand tu vois même l'organigramme du cabinet du ministre de l'Intérieur, il y a un conseiller chargé de commission électorale et l'ONIP au milieu du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Alors, ça dérange s'il arrive peut-être que non, il y a un débat comme ça, mais je sais que non, peut-être le Conseil d'État va prendre une décision parce que, ouais, voilà, donc c'était ça. Très bien. Donc, vous avez travaillé donc avec eux, mais par rapport à votre expertise personnelle, est-ce que vous pensez, 2023 arrive bientôt, est-ce que vous pensez très franchement que le Congo va faire vraiment un recensement ou a la possibilité de faire? Madame, tu sais, le recensement, c'est quelque chose de volonté. Le chef de l'État, il a cette volonté de faire le recensement. Vous savez, mais nous, les politiques, nous devons les soutenir. Je me rappelle à l'époque, avec le feu Maréchal Mobutu, en 1984, il y a eu recensement. Tant bien que mal, il y a eu recensement. Et aujourd'hui, madame, admettons maintenant dans chaque avenue, le chef d'avenue doit passer pour recenser les gens de son avenue. Ainsi de suite, madame. Je crois que dans moins d'une année, on peut aller à un bon recensement. Il n'y a pas de problème. C'est question de volonté. Et le chef de l'État a cette volonté, c'est nous, politiques. Mais c'est le chef de l'État qui décide, non? Il décide, oui, madame, mais il faut l'accompagner dans cette décision. Et vous savez, les politiques, ils ont toujours des calculs. Les politiques pourraient, vous savez, c'est comme quand tu vois le cas de FCC. Tu sais ce qui s'est passé à l'époque pour les problèmes de recensement. Il y a eu même des marches, il y a eu des morts à Kinshasa, surtout je crois en 2016. Là, nous étions avec le prof Évariste Bochab au ministère de l'Intérieur. Pour les recensements, ça posait des problèmes. Et puis, j'ai voulu se éclairer aussi l'opinion, madame. À l'époque, quand il y a eu des problèmes sur le recensement, qu'est-ce qu'il y a eu? On avait convoqué le ministre Évariste Bochab. Pourquoi il a été convoqué? Parce que l'ONIP dépendait du ministère de l'Intérieur. Et nous étions là, dans la salle. Il y avait le professeur Bochab, il y avait le professeur Loumanou, qui était le directeur de l'ONIP, et même l'actuel vice-ministre, un collègue, Bokele, l'actuel vice de l'Intérieur. Nous étions avec lui dans la salle, c'était au Sénat. À l'époque, quand il y a eu des problèmes, il y a eu des troubles, le Sénat au Parlement, on a été convoqués pour les dossiers recensement. Quand on nous convoque comme ça, c'est pour rendre des comptes? Non, mais quand on vous convoque au Parlement, c'est pour défendre. Peut-être, tu sais qu'il peut y avoir de questions orales que les députés peut-être déposent au bureau pour que les ministres puissent venir s'expliquer. Et il y avait, je crois, question orale. C'était le professeur Mokonda Mbonza qui avait déposé cette question orale pour les recensements. C'est comme ça que nous étions au Sénat à l'époque avec le professeur Évariste Bochab en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, y compris le directeur de l'ONIP, qui était le professeur. Ça n'a pas marché. Pourquoi il n'y a pas eu de recensement? Pourquoi depuis... C'était les calculs, c'est les calculs politiciens, madame. À l'époque, c'est les calculs aussi au niveau du président. À l'époque, pour les gens, la population, dans les stratégies du FCC, il fallait parler de l'ONIP, il fallait parler de recensement pour qu'il y ait glissement. C'est ce que le peuple congolais ne voulait pas. Alors, la majorité des Congolais, ils ont encore cette pensée. Quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parle de recensement, il y a le FCC qui dit non, on ne veut pas. Vous savez, tout ça, il y a tous des calculs politiciens. Mais le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions et je pense qu'il a un mot à dire. Et je sais que dans une année,
on peut faire les recensements au Congo et tout ça va marcher, madame. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Donc, par rapport à votre expérience aussi, on a vu que vous avez travaillé dans la sécurité au niveau du pays. Vous avez beaucoup travaillé dans la sécurité. En ce moment, on a une insécurité qui règne. Bon, c'était déjà là avant. Ouais. C'est vrai qu'on a toujours une guerre au niveau de nos frontières. Mais là, ça commence à rentrer aussi dans les villes. Il y a une insécurité qui règne partout. Dernièrement, à Goma encore, on a eu des morts dans une station-service. À Lubumbashi, on a des braquages, on a des morts tous les jours. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Est-ce que cette insécurité peut servir à quelqu'un ou à d'autres partis? Parce qu'on le ressent vraiment. Les Congolais commencent à... Ils n'en peuvent plus. Oui, madame, vous savez, c'est vraiment une belle question. On a travaillé dans la sécurité. C'est comme, vous savez, le ministère de l'Intérieur, il y a la sécurité qui prime. C'est un ministère de la sécurité. Parce qu'au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a l'ANER qui dépend du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a la DGM qui dépend du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est pour vous dire que non, les dossiers de l'insécurité au pays, c'est un dossier où, quand tu essaies de voir l'histoire, même à l'époque de fait maréchal, Mobutu, peut-être les gens n'en parlaient pas. À l'Est, il y avait aussi de l'insécurité. Il y avait des poches de quelques groupes armés et tout ça, mais c'était pas médiatisé comme actuellement. Le chef de l'État a cette volonté. Il a cette volonté peut-être de maîtriser ce qui se passe à l'Est. Mais vous savez, il y a un problème aussi de nos biftec, s'il faut dire comme ça. Vous savez, à l'Est, là, il y a les coltans, il y a tout, et vous savez, il y a beaucoup des hommes, de grands commerçants qui sont derrière de financer des petits groupes pour faire tout ça. Mais c'est un problème aussi de la confiance. Depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est là, tu sens qu'à l'Est, ce n'est pas comme avant, mais il y a les sabotages. Il y a un groupe maintenant qui commence à opérer comme le système guérilla. Tu vois, un groupe de gens, ils vont surprendre peut-être dans une ville, ils font des dégâts et ils s'en vont. Et tout ça, madame, on a eu à traiter. Parce qu'à l'époque, au ministère du Plan, je travaillais dans le STAREC. STAREC, c'est parmi les structures du ministère du Plan qui s'occupent de la paix au niveau de l'Est. Il y a monsieur le directeur Kachinde qui gérait. Je faisais partie de cette commission. Son Excellence Bahati Lukwebo, il m'avait confié, j'étais membre de cette commission et tout le temps on partait avec lui pour assister. Parce qu'au niveau de STAREC, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a aussi le ministère du Plan, c'est que les gens ignorent aussi. Le ministère du Plan joue un grand rôle. Oh oui. Dans le maintien de la paix à l'Est, il y a le ministère du Plan qui agit à travers le STAREC. Le patron de STAREC, ce n'est pas seulement le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Il y a aussi le ministère du Plan. C'est comme ça le directeur Kachinde qui s'occupe du STAREC. Il dépendait beaucoup plus du ministère du Plan à travers moi qui étais le conseiller. Je fus conseiller en charge de la coordination des structures. Et parmi les structures du ministère du Plan, il y a les STAREC. Il y a STAREC, il y a Sénarec, il y a Fonds de contrepartie. Il y a beaucoup de structures du ministère du Plan. Alors c'était son excellence Bahati Lukwebo à l'époque qui gérait. Et moi, comme je fus conseiller en charge de la coordination, c'est comme ça que je gérais les STAREC. C'est comme ça que je connais beaucoup de choses concernant ce qui se passe à l'Est. C'est un problème d'abord, de confiance. De confiance aussi. Oui. Il y a les sabotages aussi. Il y a les politiques aussi qui sont dedans. Beaucoup de financement. Et c'est un problème. Et puis, madame, vous savez, avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a cette décision. Et il avance. Et avec la mise en place qu'il a fait dans l'armée, moi j'ai beaucoup mais dernièrement, regardez ce qui s'est passé à Bunia. Il y a quand même le groupe armé qui est venu pour pouvoir récupérer leurs camarades qui étaient en prison. Oui. Imaginez une milice qui rentre dans une ville comme ça, même s'ils avaient le drapeau blanc autour de la tête. Mais ils rentrent armés. On les laisse rentrer dans une de nos villes, armés pour aller dans la prison, pour récupérer. Où est la sécurité dedans ? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on a des cas comme ça, qu'est-ce que le président peut répondre à sa population? Parce que là, c'est un sabotage. J'appelle même pas ça un sabotage, c'est qu'on a l'impression de ne pas être sécurisé dans son propre pays. Madame Bichi, vous savez... en pleine journée. Hein. Madame, vous savez, la paix, il y a beaucoup de stratégies qu'il faut utiliser.
On a toujours dit la guerre appelle la guerre. Les États-Unis, c'est parmi de grandes puissances. Depuis qu'ils ont commencé la guerre, Afghanistan, Libye, partout, ils n'ont jamais gagné la guerre. Et la violence appelle la violence. La guerre, il y a des stratégies. Ce qui s'est passé pour moi en tant qu'expert, c'était les stratégies. Il n'y a pas eu mort d'homme. Non, il n'y a pas eu mort d'homme. Oui. Ces gens sont entrés. Et ils sont repartis même accompagnés. Nos soldats les ont accompagnés. Si, on les a maîtrisés. Oui. On les a maîtrisés. Et nous sommes dans les programmes de réinsertion. C'est là où intervient le STAREC, qui est dirigé par M. Kachinde, qui fait partie des structures du ministère du Plan que moi j'ai géré à l'époque avec... Mais ils étaient calmes, ça allait. Mais ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans nos villes si il y a eu des négociations. La possibilité. Madame, et des négociations qui ont été faites avant. Madame, tout ce que vous voyez, il y a eu des négociations avant. Il y a les STAREC qui étaient sur terrain. Et dans les STAREC, là, il y a le ministère du Plan et le ministère le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a la Défense qui est représentée aussi dedans. Il y a un colonel que je connais. Mais pourquoi laisser rentrer une milice comme ça, même s'il y a une négociation avant? On ne les laisse pas rentrer. Pourquoi Madame, les laisser rentrer? Pourquoi donner cette image? On n'a pas besoin de voir cette image au niveau de la RDC. La RDC a besoin d'avoir une image de paix. On a déjà une image très salie au niveau de la guerre de l'Est. Ouais. Le président a des discours où il veut faire venir justement les gens investir au pays. Mais quand on a ce genre d'image, c'est une image négative. Donc on n'a pas besoin de ce genre d'image. Est-ce qu'on a, s'il y a une négociation, ils auraient pu négocier sans pour autant que ce soit visible. C'est ça aussi qu'on appelle du professionnalisme. Vous êtes pas d'accord avec moi? Oui, madame, tout à fait d'accord, mais je vais compléter un élément. Tout à fait. Il faut aussi se poser des questions. C'était quelle chaîne qui a médiatisé? Vous savez, vous êtes de la presse, hein? C'est pas toutes les presses qui sont pour le chef de l'État. Ça peut arriver, c'est que je vous dis. Les gens ont vu ça, et moi je vous dis parce que je suis un expert, j'ai à travailler dans toutes ces commissions-là. Je connais comment ça fonctionne. Ce que tu vois là, c'est le résultat de ce qu'il y a eu dans des contacts, dans des négociations à travers le STAREC avec M. Kachinde. Mais c'est que moi je peux dire, madame, il y a aussi les médias qui peuvent aussi grammatiser des choses. Voilà, il y a des gens qui sont entrés, voilà les gens qui sont entrés. Mais pour nous, madame, c'est la paix. Le fait que ces gens ils se soient intégrés. Aujourd'hui, maintenant, ils seront placés, ils seront déplacés dans un centre pour le recyclage. Et puis, ce sont des Congolais, après tout, madame. Tu vois, on ne sera pas peut-être chercher avec ces gens qu'on essaie un peu de créer encore la guerre dans la ville. Au lieu de créer la guerre dans la ville, madame, il devait y avoir pardon, mais c'est le civil qui va en pâtir. Et c'est comme ça que non, tu as vu, madame, que non, c'était important. Aujourd'hui, qu'on passe par des négociations. Et calmer ces gens, et on va les intégrer. Et vous avez fait vos études à Lubumbashi. Que pensez-vous de ce qui se passe à Lubumbashi? Tous les jours, moi j'ai des appels à Lubumbashi. On a des tirs. Avant, c'était pas comme ça s'est empiré. Madame, je suis né à Lubumbashi, grandi. J'ai fait mes études à Lubumbashi, primaire, secondaire et université. Je suis un cassapard. D'ailleurs, je connais beaucoup des amis qui sont de l'autre côté. Comme les Diomari, c'est un collègue, on a terminé ensemble, Papi Pungwe, on a été ensemble à l'université, il y a l'ancien ambassadeur itinérant, le chef de l'État Kabila, Séraphin Ngouizi, ce sont des collègues à qui quand même on a été avec eux à l'université. Ce qui est vrai, madame, tu sais, à Lubumbashi, il y a un problème aussi de sabotage. Vous savez, il y a des gens à Lubumbashi qui ne savent pas comment aider le chef de l'État. Vous savez? Non, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas. Donc, qui ne veulent pas, s'il faut le dire comme ça. Qui ne veulent pas. Parce que normalement, le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements. Il fait tout ce qu'il faut. Mais il faut aussi l'aider. Il ne peut pas être chef de l'État à Kinshasa et à Lubumbashi, non. Le chef de l'État, il délègue ses pouvoirs au gouverneur. C'est comme ça qu'on appelle le gouverneur. Il est le représentant du chef de l'État. Vous savez. Oui, mais justement, dans la Constitution, il y a marqué que le chef de l'État peut contrôler le gouverneur d'une certaine façon. Oui. Mais j'ai pas l'impression, là, dernièrement, les gouverneurs font ce qu'ils veulent. Mais tu sais, madame, il y a un grand problème, c'est quoi? On n'a pas spécialement un contrôle au niveau du chef de l'État. Tu sais, madame, pour moi, si je faisais parmi les conseillers du chef de l'État, d'avoir le gouverneur FCC, gouverneur Cash, non. Pour moi, en tant que chef de l'État, parce que le gouverneur, ce sont des représentants du chef de l'État en province. Ils doivent rester dans la philosophie du chef de l'État. Ils doivent rester dans le regard du chef de l'État. Ils doivent respecter les instructions du chef de l'État. Mais quand tu sais de voir le chef de l'État, le chef de l'État, garant, mais un gouverneur, il s'est dit, moi, je suis du PPRD. Moi, je suis de tel parti. Madame, ça dérange.
Et tous ces gens-là, vous savez, pour moi, madame, je sors de voir que non, toutes les décisions du chef de l'État, ils ne sont pas bien exécutées au niveau des provinces. Donc quand je vous entends parler, ça veut dire que nous, Congolais, on a du mal en fait à s'allier. Parce qu'avec les élections en 2018, on a vu cette alliance. On a vu ces alliances. Oui. On a eu, tout le monde a cru que le Congolais allait prendre sur lui pour pouvoir faire avancer ce pays. Mais quand j'entends tout ça, j'ai l'impression que ces alliances ne fonctionnent pas aussi bien que ça. Bon, les alliances, ça ne fonctionne pas, oui, madame. Mais il y a aussi un problème aussi tribal. Hein. C'est au niveau, parce que moi je suis né à Lubumbashi, hein. C'est un milieu que je connais très bien, madame. Il y a un problème. Nous sommes parmi les gens qui ont servi les pays. Prenez le cas de démembrement, qu'on appelle découpage. C'était moi, avec l'ancien secrétaire général du Sénat, y compris quelques collègues de différents ministères, qui ont eu la chance d'aller faire le démembrement du Katanga pour faire partir à l'époque Moïse Katumbi. C'était moi qui étais parti, vous savez, pour faire le démembrement. Mais il faut voir, quand nous sommes arrivés d'abord, parce qu'avant le Katanga, c'était Katanga, toute une grande province. Et maintenant, il y a le Haut-Katanga, il y a le Olomami, il y a Tanganyika, il y a l'Oualaba. Il y a 4 provinces maintenant. Parmi les 4 provinces, il y a toujours des problèmes qui se posent. Il y a aussi un groupe aussi des originaires du Kasaï. Madame, prenez le cas, moi je suis né grandi à Lubumbashi. Mais dis-moi un peu, je suis katangais ou pas? Et mon père... Ce démembrement était bien, justement avec tous les problèmes. Non, les démembrements, madame, solution? Les démembrements, je faisais partie des commissions. Est-ce que c'était une bonne solution? Madame, les démembrements que nous on a fait à l'époque, c'était politique. D'abord, nous sommes devant les caméras, il y a ce que je ne peux pas dire. Mais on avait d'abord une mission d'abord. C'était faire partir M. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il fallait faire partie. C'était la mission. Et Moïse, il savait, même quand il nous a reçus à l'époque, il savait que non, le démembrement, c'était lui. Il fallait faire partie. On était avec le président de la commission de professeur Biaza. Vous savez, il y avait Isabelle Machik. Moi, j'étais là, qui avait représenté le ministère de l'Intérieur. Il y avait M. Jean-Pierre Moutangala qui a représenté le ministère de l'Éducation. Il y a eu autant, même M. Mwenze qui fait du PPRD là, il était dans la commission avec nous, on était avec lui à Lubumbashi. Dans cette commission, M. Mwenze du PPRD qui est porte-parole là. On était avec dans cette délégation. Madame, c'était pour faire partie de Moïse Katumbi. C'était ça notre mission d'abord. Maintenant, pour que ça pouvait être mal interprété, c'est comme ça qu'on a fait diligenter des commissions dans toutes les provinces. Et il faut voir que nous, quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, on avait des pressions de part et d'autre. Vous êtes à quel niveau? C'est comme ça que dans toutes les commissions, ils ont eu à faire une semaine. Mais nous, à Lubumbashi, on a fait 25 jours pour couper les Katanga. Ce n'était pas facile. Mais quand vous regardez maintenant, nous sommes en 2020, Moïse Katumbi est parti. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce démembrement? Madame, c'était... Est-ce que vous dites, est-ce que ça valait la peine même par rapport à politiquement? Madame, non. Madame, là, je vous dis, c'était précipité. Parce qu'après le démembrement, il fallait un suivi. Oui. Oh, le suivi là, pour nous, ministère de l'Intérieur, on pensait, à l'époque, le prof Bochab à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur de faire le suivi du démembrement. Or, ce n'était pas notre mission. C'est ça la mission de Roubero. C'est Roubero maintenant, c'était le ministère de la décentralisation qui devait faire le suivi des entités décentralisées. Comment ça évolue, et ça va, et comment, et tout, et tout, et tout. Et ça n'a pas été fait. On a fait les démembrements. Mais les suivis, on n'a pas fait. C'était ça le chaos. C'est le problème que nous avons actuellement. C'est pourquoi, que vous savez, actuellement, il fallait que le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité, il devait se concerter avec le même Roubérois pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le suivi des entités décentralisées. Aujourd'hui, quand tu essaies de voir le Katanga divisé en 4 provinces, quand tu vois Olomami, il n'y a rien, madame. Même au niveau point de vue infrastructure, il n'y a rien. J'ai été là plusieurs fois à l'époque, quand l'actuel ministre Néné Poulou était vice-gouverneur de l'AFDC, tu vois, j'étais là parce qu'elle m'avait invité là. J'étais là pour 2 fois. J'étais en mission, mais j'avais profité de passer aussi à l'île. Et tu sais de voir qu'il n'y a rien là-bas. On a atterri de l'aéroport, tu te dis à l'aéroport de Olomami, madame, tu vas regretter. Quand tu vas à Tanganyika, il n'y a rien. Oh, il n'y a que 2 provinces. L'ancien Katanga, il n'y a que le là-bas et le Haut-Katanga. Tout ça, madame, ça pose problème. Le démembrement, c'était une précipitation. Pour faire partie Moïse Katumbi, oui, il est parti, mais il est suivi.
Ça pose des problèmes. Monsieur Beitou, on dit souvent que nos politiciens ou même les Congolais savent beaucoup critiquer mais n'ont pas de solution à proposer. Donc par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce que vous, maintenant en face de moi, est-ce que vous avez des propositions par exemple sur la décentralisation ou même sur l'insécurité qui se passe au pays? Merci Madame Pichot. Concernant la décentralisation, il y a un grand travail à faire. C'est comme ça, moi je proposerai entre le ministre de la décentralisation, M. Robert, et le vice-premier ministre, ministre de la sécurité, ils doivent travailler dans l'étroite collaboration. Le démembrement qui a été exécuté à l'époque à travers le ministère de l'Intérieur avec le prof Faïs Bouchab était resté inachevé. Comment ça? Il fallait le suivi des entités décentralisées. Toutes ces entités-là, jusqu'aujourd'hui, madame, il n'y a rien de bon concernant le bureau, l'aéroport. C'est surtout au niveau des bureaux administratifs, il n'y en a pas, madame. Le cas de Olomami, il n'y a rien. Tanganyika, même. Vous savez, il est important maintenant que le ministre de la décentralisation, maintenant, parce qu'il est dans son domaine. C'est ça le domaine des Robérois. C'est le suivi des entités décentralisées. C'est ça le rôle des Robérois. Ce n'est pas l'identification. L'identification, il cherche seulement à amener les gens dans un mouvement ou pour distraire les gens. On doit faire les suivis pour voir maintenant comment toutes ces entités-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on avait le chef de division au niveau des directions. Or, avec la décentralisation, avec des normes qu'on a créées dernièrement, il y a le chef de division unique. Mais jusqu'alors, on parle de chef de division unique, que dernièrement, on a été en mission à l'époque au plan. Il y avait une mission mixte, ministère du plan et ministère de décentralisation. On était parti de délégation. J'avais conduit cette délégation-là mixte. C'était Robert qui avait signé cette ordre de mission avec le ministre Bahati à l'époque. On était à l'Équateur. C'est là où il y a le chef de division unique. Mais ces chefs de division unique, ils ne savent pas quoi faire. Pour qu'il y ait le chef de division unique, ils ne savent pas que le chef de division unique, c'est quoi. Or, tout ça maintenant, c'était la mission que Robert devait expliquer. Le chef de division unique, votre mission est là. Et voilà aussi, concernant aussi la caisse de péréquation, tu vois. Et tout ça, c'était Robert qui devait faire ça. Et vous savez qu'il n'y a pas rétrocession au niveau des provinces. Quand les provinces, ils ont l'argent de la rétrocession, ils ne savent pas envoyer dans des entités décentralisées. C'est un problème. C'est ça le rôle des Robérois. Ils devaient se mettre là-bas pour voir comment les entités, si tu nouvellement créées, comment ils vont vivre. Or, moi, en tant qu'expert, moi, je proposerais maintenant qu'il y ait des commissions mixtes, ministère de l'Intérieur, décentralisation, sous l'étiquette, sous la responsabilité du ministre de la décentralisation, qu'on fasse les descentes pour faire les suivis. Et avec tous ces suivis-là, il y aura des propositions sur place. Et toutes ces failles qui sont sur place, ils vont proposer au niveau du gouvernement central. Et je pense que les entités décentralisées, qu'on appelle les provinces démembrées, ils vont, madame, quand tu vas à l'Équateur, tu vas pleurer. Moi, j'ai été partout, dans les provinces de l'Équateur démembrées, en mission de service, mais j'avais pleuré. Quand tu essaies de voir les bureaux administratifs, madame, c'est vraiment regrettable. Il n'y a même pas de route. Les gens, ils sont dans des conditions inhumaines, s'il faut le dire comme ça. Mais quand vous faites ce genre, j'ai bien compris, mais quand vous faites ce genre de mission, quand vous arrivez comme ça sur le terrain, quand je vois un homme qui a fait des études, je vois un homme qui est expert, qui connaît son métier. Vous êtes un politicien avéré, mais quand vous voyez comme ça, vous arrivez et vous vous retrouvez dans ce genre de situation, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous allez vers vos supérieurs pour leur dire vraiment ce qui se passe? Ou quand vous allez leur dire ce qui se passe, quand ils ne font rien, quand vous ne voyez rien évoluer, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que Congolais? Madame, ça dérange. Mais il faut savoir que nous, quand on se déplace dans une mission, on a un ordre de mission où il y a l'objet de la mission. Nous sommes allés à l'Équateur à l'époque, avec une commission mixte, ministère du plan à l'époque, avec l'excellence Bahati du Kwebo et M. Robero à décentralisation, l'excellence M. le ministre Robero. Vous savez, l'ordre de mission, c'était faire le suivi de chefs de division uniques et faire rapport de la décentralisation, de démembrement qui a été fait à l'époque. C'était ça. On s'est limité qu'à faire les deux et faire les rapports. Et les rapports, on avait déposé parce que c'était sponsorisé par le PNUD qui avait financé à l'époque l'émission que nous avons fait. On avait déposé les rapports et tout ça, mais nous, on n'en sait rien.
Vous savez, mais ce qui est vrai aussi, madame, vous savez, quand on est dans une mission, on est limité. Vous savez, on est limité, mais toutefois, on a toujours proposé. Propose, mais on attend les réactions du ministre. Un conseiller propose, il ne décide pas. C'est ça le rôle d'un conseiller. Très bien, monsieur. Et par rapport justement à l'insécurité qui est en train de gangréner dans le pays, qu'est-ce que Madame, vous avez comme proposition? concernant l'insécurité, vous savez, pour moi, personnellement, madame, d'abord, au sommet de l'État, au sommet de l'armée, au niveau des conseils, il y a une réforme de l'armée. Et je pense que cette réforme doit être répercutée même jusqu'au niveau de la base. Dans le sens que, non, tu sais, il y a une réforme au niveau des généraux, du commandant des régions. Il y a eu des réformes. Mais au niveau maintenant de commandant des compagnies, pelotons, ainsi de suite. Il faut, c'est important qu'on puisse aussi aller sur la mise. Et ces généraux qui étaient là, justement, sans vouloir vous couper, ces généraux qui étaient là depuis le temps de Kabila, qui ont fait des années, il y en a beaucoup qui se sont enrichis. Il y en a beaucoup qui ont créé aussi certaines milices, sans donner de nom ou autres, qui sont très forts sur le terrain, qui connaissent leur terrain. Est-ce que justement ces généraux ou ces militaires ne représentent pas un danger pour le pays, ceux qui ont été écartés? Mais maintenant, vous savez, l'histoire se répète. Quand tu essaies de voir à l'époque de M. Mobutu, le fait maréchal Mobutu, les généraux étaient toujours dans le même mouvement. Il y avait les généraux commerçants, qui avaient des bateaux, tu vois, tel bateau c'est pour tel général, tel c'est pour tel général. Et vous savez, il y a une continuité dans le sens. Mais ce qui est important maintenant, madame, c'est question de respecter maintenant les instructions du chef de l'État. Vous savez, c'est question de faire un bon travail. Il peut faire ses affaires privées et tout, mais il doit chercher quand même qu'il y ait quand même des bons résultats sur le terrain. Pour qu'il y ait des bons résultats sur le terrain, c'est la discipline. Et ceux qui ont été justement écartés, il faut la discipline. Est-ce que leur discipline militaire sera assez plus forte qu'une petite vengeance personnelle? Oui, madame, là, c'est le garant qui est le chef de l'État. Hein. C'est le garant qui est le chef de l'État qui doit maintenant chercher à ce que ses instructions soient exécutées à la loupe. En tant que chef de l'État, on est garant de la nation, en tant qu'aussi le premier commandant suprême de l'armée, des armées, s'il faut l'appeler comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais deuxièmement, madame, aussi, il y a aussi le service de renseignement. Nos services de renseignement, madame, il y a aussi beaucoup à revoir. On a écarté vous savez dernièrement. Oui, bon, tu sais, écarter celui-là, mais ce n'est pas la finalité. C'est tout un système, ce service-là. Il a fait plus de 10 ans. Et tu sais combien de gens à qui... les pommes qu'il a, il faut passer par les réformes de notre service de sécurité. Ça fait très longtemps. Parce que moi, je connais des gens qui nous ont fait la formation. Mais ils sont là, comme des responsables. On ne sait pas citer les noms, comme le conseiller Patrick Kabea, il nous a conseillé. Vous savez, vous savez. Alors, vous savez, il y a un problème. Le grand problème que nous avons au niveau de la sécurité, madame, il faut qu'il y ait une réforme jusqu'au niveau de la base. Même jusqu'au niveau des chefs de poste, des chefs d'avenue, il faut qu'il y ait des réformes à ce niveau de la sécurité. On a certaines réformes, il y a certaines personnes, certains Congolais qui sont envoyés à l'étranger, que ce soit au niveau des États-Unis, on entend aussi au niveau d'Israël, justement pour être formés là-bas. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, madame, parce que tu sais, à l'époque, M. Maréchal Mobutu a fait ça. Mais ce qui était étonnant, madame, moi j'ai terminé à l'époque de faire Maréchal Mobutu. On a fait l'université. Je ne connaissais pas les gens de la SNIP. Et maintenant, je connais tout le monde de l'ANER. Il se présente, je suis de l'ANER. Depuis qu'il y a eu changement de régime et tout. Là, je ANER. Beaucoup de gens ne connaissaient pas l'ANER, le SNIP à l'époque. Même peut-être quand on a du grand lycée, qui ne connaissaient pas SNIP. Tu ne connaissais pas c'était les là. Parce que moi, j'étais surpris. On avait un professeur, que je ne sais pas citer les noms. C'était un grand directeur de la SNIP. Nous, on ne savait pas. Mais on l'appelait professeur. C'est après l'entrée de l'AFDEL, quand on avait traqué beaucoup de professeurs, lui, on ne l'avait pas tellement dit. Et après, je le vis intégrer. C'est un ancien agent de la SNIP. Mais ça doit normalement rester un peu secret, ça, non? C'est pas justement oui, c'est ça le problème. Madame, c'est ça le problème. Oui. S'il faut faire un bon travail, il faut se cacher en sécurité. Mais quand déjà tu arrives, tu dis que non, je suis de l'ANR. Voilà ma carte est là. C'est pour quel travail? Là, tu es venu peut-être pour chercher maintenant à intimider quelqu'un. Tu es venu peut-être pour... Tu sais, donc, il y a beaucoup d'interprétations qui se passent. Et ces gens-là, être formés dans des pays, ici, en Europe, aux États-Unis, madame, je crois que c'est une bonne idée. Mais ces gens-là, ils doivent être formés. Et après, on aura besoin de formateurs aussi. Ils peuvent former aussi après leur formation. Je crois que dans le sens là, je crois que non, c'est mieux.
Donc, c'est ce que moi je proposerais, madame, au niveau de la sécurité, il faut qu'il y ait une réforme jusqu'au niveau même des chefs des postes, et jusqu'au même au niveau des équipes, et tous ces services-là, il faut revoir. Il faut revoir. Il faut les amener dans des formations, et ils doivent leur kicker la mentalité. Parce qu'un métier de la sécurité, madame, on n'a pas besoin de vous connaître. Mais vous étiez là pendant le régime de M. Kabila. Oui. Là, on a entamé celui de M. le président Félix Tshisekedi. Tshisekedi. Oui. Déjà, vous personnellement, entre nous, vous êtes en face de moi, quel est le bilan que vous faites du régime de M. Kabila? Oh, madame, vous savez, c'est une très belle question, mais il faut savoir que le bilan de M. Kabila, vous savez, un conseiller ne fait pas partie des bilans. Non, je ne vous parle pas de conseiller. Vous avez été à l'intérieur, vous avez Ouais. travaillé quand même dans ce système. Ouais. Maintenant, au bout de... M. Kabila est donc président honoraire. Non, au point de vue sécurité, Au il n'y a point pas. de vue de tout. Au point de vue de tout, d'abord, je vais détailler. Au point de vue de tout, prenez la sécurité. Au niveau de la sécurité, c'était l'échec. Vous savez, on arrêtait les gens arbitrairement. On te prend à l'ANER, tu peux faire autant d'années, il n'y a pas d'audition. Dès que les magistrats arrivent, le procureur envoie un document pour que tu sois envoyé au parquet. Donc, des fois, le même, il sera intimidé. Tu vois, donc, au niveau de la sécurité, c'était un échec. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'avancée. Économie Ça, sociale. donc, au point de vue économie, madame, vous savez, il y avait le Premier ministre qui était là. C'était pas le dernier Premier ministre, c'est avant lui. Il y avait un Premier ministre économiste qui avait quand même la maîtrise de la gestion. Oui, qui avait la maîtrise de la gestion. Avec celui-là, je crois que non. Il y a eu un moment, tout était stabilisé. Et au niveau de l'économie, il y avait de grands professeurs expérimentés, comme le professeur sénateur Bahati Doukwebo. Il a fait autant d'années comme ministre de l'économie. Vous savez, au niveau de prix, tout était stable. Madame, vous savez, en tant qu'économiste, on ne résout jamais les principes économiques avec des mesures policières. Jamais. Dire que non, il faut arrêter ces échangeurs-là, les cambistes, tous ces, il faut les arrêter, les dollars. Non, 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 non. Les principes économiques sont têtus. Je suis économiste de formation. En tant qu'économiste, je vous réponds. Les principes économiques sont têtus. On ne les résout jamais avec des mesures policières. Or, normalement, les problèmes des taux, de l'échange et tout, il ne fallait pas arrêter les jeunes gens. Il fallait qu'ils soient à la base. Non, il faut faire semblant. Tu vois, on a un problème de la production d'abord dans notre pays. Et au niveau de la production, il nous faut quelqu'un qui a l'expertise. Mais justement, je vais vous poser cette question par rapport à ce bilan, parce que j'allais venir justement au président Félix Tshisekedi. Il va faire presque 2 ans au pouvoir. Ouais. Quel bilan? Ça me peut par rapport aux 18 ans, mais on a un peuple qui réclame socialement. On a un état de droit que tout le monde décrit, Oui, l'état de surtout. droit, des arrestations, Surtout. la corruption qui est là. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme bilan? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et même économiquement? Non, madame, s'il faut comparer les deux, entre Kabila et l'actuel chef de l'État, avec Kabila, il n'y a pas eu d'avancée. Mais avec l'actuel chef de l'État, il y a beaucoup d'avancées. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. Ils parlent, ils insultent même le chef de l'État. On ne les arrête même pas. Mais à l'époque, oser passer, parler de mal contre Kabila, on t'arrête immédiatement. Les gens disent pourtant non. Ouais. Les gens disent que non. En ce moment, comme il y a eu les insultes auprès de la première dame, comme la fille a eu une plainte qui a été déposée, autant de Kabila, tout le monde insultait Kabila, personne ne faisait rien. Non, madame, c'est Autant Kabila, moi je personne vous ne dis veut insulter que Kabila autant au de pays. Kabila, moi à l'époque j'étais au cabinet du ministre de la Sécurité, madame. Vous osez, nous on avait des BI tout le temps, les bulletins d'information. Vous savez, on arrêtait des gens, on avait des gens qui vont arrêter tel, mais quand ça arrive, madame, vous savez qu'il est devant l'ANER. Et à l'époque, les patrons de l'ANER, lui ne recevait pas des instructions ailleurs. Peut-être au moins si le même Kabila lui donne des instructions, mais ailleurs, non. Même tout le VPM, le vice-premier ministre de la Sécurité, devant ces messieurs-là, mais personne ne donnait pas des instructions. Nous, on savait ce qui s'est passé. Alors, ce que moi, je peux dire, madame, au niveau de la sécurité, pour de Kabila, c'était un échec. Mais avec l'actuel chef de l'État, vraiment, il y a beaucoup d'avancées. Et les gens sont vraiment libres. Parce que nous, on savait, à l'époque de Kabila, l'ANER, c'était plein, madame. Quand tu vas dans des géoles de l'ANER, mais c'était plein.
C'était plein de gens arrêtés arbitrairement, même vous de la presse. Quand tu arrives comme ça, et surtout peut-être quand on fait une émission avec toi comme ça, tu descends à l'aéroport là, si peut-être j'ai parlé contre les régimes, dès que tu es là, on te prend d'abord, on va avec toi, je sais pas, on va aller avec toi. Donc à l'époque, l'ANER était au-dessus de tout, mais c'était pas une bonne politique qui s'est passée à l'époque. L'ANER a dérangé beaucoup de gens et ça n'a pas marché comme dans des pays que nous habitons ici en France, même quand dans d'autres pays. Actuellement, les gens sont libres. Vous savez, les gens, ils sont là, ils font tout ce qu'ils veulent, ils parlent de la presse, ils insultent le chef de l'État, ils parlent de n'importe quoi, mais les gens, ils sont là. Et économiquement. Donc, économiquement, madame... Parce que les Congolais sont toujours en train de pleurer, les Congolais madame, vous savez, économiquement... Et cette histoire de taux... C'est ce que je vous ai dit, madame. Le chef de l'État, il a toutes les charges. Mais comme il ne peut pas tout exercer, parce que lui-même, il est chef de l'État de la République du Congo. Il a la charge de l'intérêt et sécurité. Il a la charge des finances. Il a la charge de l'économie. Il a les charges de tout. Mais il délègue. C'est comme s'il y a des ministres qui sont là. C'est ça qu'il y a des ministres. Or, le ministre de l'intérêt et sécurité, il est là. Le ministre de l'économie est là. Mais c'est au niveau maintenant des ministères où il y a des failles. Parce qu'actuellement, madame... Nous avons tous les vendredis un conseil de ministres qui se passe avec le chef de l'État. Donc le chef de l'État doit savoir ce qui se passe au niveau de ses ministères. Oui, oui, madame, mais le problème, c'est quoi? C'est au niveau du cabinet des ministres. Un ministre est fort, c'est quand les cabinets aussi, il y a des gens qui ont l'expertise. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a des cabinets où on prend les gens peut-être parce qu'il est de mon parti, ou la famille et tout ça. Et c'est ça le problème. Prenez le cas de Bahati. Moi, je n'étais pas du Kasaï. Et du Kivu, moi, j'étais du Kasaï. Mais j'ai assumé toutes ces fonctions. Vous savez, les gens expérimentés, ils voient l'expertise en moi. Et quand je suis arrivé, il m'a confié coordination des sorties. Il sait que non, il y avait la sécurité dedans, comme je venais du ministère de l'Intérieur. C'est le même cas aujourd'hui au niveau le ministère de l'économie. Je ne sais pas dire que non, la ministre n'est pas intelligente. Non. Je vais dire que non, elle n'a pas un bon cabinet pour apporter l'expertise. Vous savez, c'est une dame intelligente, mais c'est le cabinet qui amène l'expertise. Donc on ne voit pas un ministre, on voit l'expertise du cabinet. Parce que nous, à l'époque, quand il y a des membrements, prenons le cas du commissaire spécial. Quand on a travaillé le dossier du comité spécial, quand le cabinet a travaillé, nous sommes limités aux commissaires. On devait créer des commissaires provinciaux. Mais après, c'est parti. Quand Bouchab a amené au conseil des ministres, il y a eu des commissaires spéciaux qu'on avait nommés comme qui ont joué les rôles du gouverneur et vice-gouverneur. Vous savez, les cabinets créent. Mais justement, vous savez. Comme je dis, je pense qu'on en parlera dans une autre émission un peu plus approfondie au niveau des cabinets. Mais il faut savoir que là, on parle de cabinet, on parle par exemple, Madame la ministre de l'économie qui vient de l'UDPS France. Quand on parlait du bilan de M. Kabila, on n'a pas dit c'est M. Bochab, c'est M. Bahati, c'est M. Untel ou autre, excellence Untel qui n'a pas réussi. On a dit c'est M. Kabila qui a échoué. C'est le président qui échoue. Donc à la fin du mandat, c'est aussi au chef de l'État, oui, actuellement. Le Congolais, la population congolaise ne voit pas les ministres, ne voit pas les conseillers, voit le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est le président Félix Tshisekedi qui aura des comptes à rendre à son oui, vous avez raison, madame. Vous savez, au cabinet du chef de l'État. Mais est-ce que le chef de l'État, ça c'est une question à part, est-ce que le chef de l'État peut refuser, par exemple, que le cabinet soit formé de cette façon-là ou de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, le cabinet ministériel, c'est autonome. Chacun est libre, mais cherchez l'expertise. Et après aussi, madame, vous savez, parce qu'il y a un ministre de l'économie. Mais au niveau de la présidence, il y a aussi les collèges des conseillers en matière économique qui sont aussi là, vous savez. Donc ils doivent travailler dans l'étroite collaboration. Donc quand le ministre il fait des propositions, ça va à la présidence, et quand ça arrive là, il y a les collèges qui est là, qui doivent aussi voir, même au niveau de la primature. Le Premier ministre aussi, il a un collège aussi des affaires économiques. Vous savez, c'est-à-dire, il y a les triangles où ils doivent se compléter. Mais je ne sais pas comment le gouvernement fonctionne actuellement, parce que vous savez, nous on a quitté. Donc nous, quand le chef de l'État Félix est arrivé, on nous a reconduit par
les anciens ministres pour quelques mois. Quelques mois, oui. Ouais, Le on temps de était là. refonder, Si, on était là avec Madame Élisée Mounembo. On a monté ce qu'on était capable, mais vous savez, après, nous, on devait peut-être quitter et laisser les gens de leur parti parce que nous, on n'était pas de l'FCC, nous, on était de l'AFDC. On a déposé, mais on a travaillé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on a été reconduit. Donc, c'est comme au plan, c'était Madame Élisée Mounembo qui était vice-premier ministre, Madame ministre du plan. Et on a y travaillé pendant 6 mois. Mais bon, vous savez, nous, on est partis. Le reste, là, nous, on n'en sait rien. Mais ce qui est vrai, madame, au point de vue économique, il n'y a pas eu trop d'avancées concernant le gouvernement actuel. Au point de vue social, il y a des avancées. Au point de vue sécuritaire, il y a beaucoup d'avancées parce que l'ANER, maintenant, c'est vide. Il n'y a plus de prisonniers quand tu vas à l'ANER, comme dans les temps. Non, ça, c'est prisonniers au niveau de la corruption. Justement. C'est Makala qui commence à être trop rempli. Justement. Maintenant, c'est au niveau de la corruption, maintenant que non, il y a eu beaucoup de riz, et puis Makala c'est plein. C'est plein. Alors, pour cette fois-ci, maintenant, au point de vue social, Makala, on doit revoir comment maintenant les gens doivent rester dans de bonnes conditions. Parce que Makala, dans beaucoup de prisons, j'ai vu les images aujourd'hui à Isiro, les gens en train de manger, on train de les servir dans une petite truc là, et ça m'a fait très mal, vous savez. Donc, tout ça, madame, vous savez, ce sont des choses que le chef de l'État, je pense que c'était les débuts, mais au fur et à mesure qu'il évolue, il y aura un changement, même au niveau de son cabinet aussi, madame, vous savez. Parce que le chef de l'État, son cabinet, c'est presque un gouvernement dans un gouvernement. Et ce gouvernement aussi, il faut l'avoir déjà expérimenté, madame, vous savez. Des fois aussi, tu vois que ça dérange. Ça, on doit se parler, mais on n'a pas caché, madame, vous savez. On doit se parler. Le chef de l'État, il doit aussi revoir aussi au sein de son cabinet les gens qui ont de l'expertise. Vous savez, nous savons beaucoup de gens, on s'était les noms, les gens qui travaillaient ici, qui étaient de gauche à droite, échafaudage et tout ça. Mais quand vous les voyez aussi avec les rôles d'un conseiller principal du chef de l'État, mais quand on voit l'expertise, est-ce qu'on va dire l'échafaudage? Non, madame, vous savez, c'est important aussi qu'on puisse revoir aussi les choses. Mais il y a des personnes qui avaient l'expertise avant. C'est ça que je dis. Monsieur Kabila, et pourtant, quand on voit le bilan, il n'y a rien. Non, mais écoutez, tu sais, madame, à l'époque de M. Kabila, la politique, c'est pas comme le chef d'État le fait. Mais avec M. Kabila, c'était autre chose. Hein. Je dis, il y avait des gens qui, l'expertise était là. Mais il y avait les censurer à un niveau. Vous travaillez, on va censurer à un niveau. Ça, il faut s'attendre. Mais avec l'actuel chef de l'État, il a laissé tout le monde travailler. Mais on a besoin de l'expertise. Madame, moi je quitte ici échafaudage. Demain, tu ne me pas conseiller principal. Madame, ça n'a pas de sens, vous savez. Alors, tout ça, madame, c'est important aussi de revoir. Mais c'était les débuts. Il y a eu des compagnons d'élite, il y a eu tout ça. Bon, vous allez voir, les choses commencent à évoluer. Mais ce qui est bien, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, Antoine, il y a eu beaucoup d'avancées. C'est ce que nous sommes en train quand même d'applaudir. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais il y a des petites choses qu'on doit revoir, tout, pour équilibrer. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Bétou, on arrive vers la fin de notre émission. J'ai 2 questions à vous poser pour finir cette émission. Vous, en tant qu'expert, vous, en tant que Monsieur Bétou, vous avez travaillé avec pas mal de grandes personnalités. Vous faites partie de la sphère hauts politiciens. Personnellement, qu'est-ce que vous avez fait, vous, qui fait votre fierté? Voilà. Madame, mission des commissaires spéciaux, c'est une autre œuvre, à l'époque. Vous savez, il y a eu des commissaires spéciaux qui ont été nommés. Je faisais partie de cette commission et on a beaucoup apporté. Le démembrement ici, que je vous dis que non, ça n'a pas abouti. Je fais partie de toutes ces commissions-là. Et pour ne citer que les 2, j'ai exercé beaucoup de missions. Notre mission de pacification de paix. Vous savez, mission Kamwena-Sapou. Vous savez, j'ai fait toutes ces missions-là. D'ailleurs, je vous dis, madame, c'est moi qui recevais tous les notables du Kasaï à l'époque, Kasaï central, au ministère de l'Intérieur, parce qu'on a fait amener une délégation de plus de 500 personnes. Et tous venaient se faire enregistrer chez moi. Je ne sais pas si c'était mais tout le monde, quand ils vont me voir, ils savent, ils venaient se faire enregistrer. C'est dans mon bureau, parce que le VPM m'avait confié les dossiers pour travailler. Bon, vous savez, madame, dans les 3 éléments que je vais vous citer, madame, je pense qu'ils n'ont... c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à tous les politiciens qui nous regardent, et on ne sait jamais si le président Félix Tshisekedi regarde cette émission, qu'est-ce que vous
comme message à le faire passer, vous qui êtes devant moi? Oui, madame, d'abord, je remercie le chef de l'État. Il reste pour nous un modèle et une référence par rapport à ce que les gens parlaient. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est surpris. L'ANER, il n'y a plus de gens dans le cachot, dans des genres, il n'y a plus de gens qui sont arrêtés, il n'y a plus de tracasseries à l'aéroport. Quand tu descends, aujourd'hui, oh non, moi j'avais insulté en Europe, en tout cas, je ne veux pas aller à Kinshasa. Les gens descendent à l'aéroport, il n'y a pas de tracasseries. Vous savez, c'est déjà un grand pas. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État maintenant de revoir aussi au sein de son entourage, le cabinet. Il faut qu'il y ait l'expertise. Il a besoin de l'expertise. Il y a des gens qui ont l'expertise. Vous savez, il faut placer chacun à sa place. On ne sait pas placer les gens, chacun à sa place. Il y a des avancées, on ne refuse pas. Mais c'est important aussi que le chef de l'État puisse se revoir. Il y a beaucoup ce qu'il faut revoir. Et une fois, s'il faut aller aux élections de 2023 avec la même équipe, je ne pense pas que non, ça sera... ce sont des stratégies qu'il faut revoir. Vous savez, c'est important un peu de faire. Et je voulais aussi compléter pour l'identification, madame. On n'a pas fini. Hein. Je vous ai dit, pour l'identification, dans une année, on peut y aller. Oui. On va responsabiliser. Une question de vouloir. Si. Il y a la volonté. Responsabilité du chef d'avenir. Le chef d'avenir, à leur tour, ils vont chercher 2 personnes comme témoins. Ils vont aller dans chaque maison pour recenser les gens dans chaque maison. Après, il y a le chef de quartier. Le rapport là, ça va sur le chef de quartier. Après le chef de quartier, les beaux commerces. Après le beau commerce, c'est les sommets. Il y a moyen de faire les élections dans une année et tout ça va aller. On peut et on faire aura des comme fichiers. ici, en fait, comme un recensement ici. Un peu tout le monde, Justement. c'est la mairie ou le bourgmestre qui s'occupe un peu Madame, de vous ça. pensez qu'aujourd'hui, la CENI, ils savent la réalité de chaque maison dans une avenue? Non. Tu vois, c'est ils ont fait. Pour se recenser, il faut aller à la Or, le mairie. chef d'avenue, il connaît mieux les gens qui habitent dans des maisons que même les gens de la CENI. C'est pour moi, je voulais que non. Pour moi, il faut focaliser l'effort sur le chef d'avenue, le chef de quartier, les beaux commerces, ainsi de suite. Donc, c'est même pas une parce que certaines personnes disent, il y a des personnes qui sont en train de parler des millions à sortir que l'État congolais n'a pas ses fonds pour pouvoir faire ce recensement. Donc, en fait, pour Non. vous, on peut, avec des moyens convenables, recenser la population congolaise. Madame, vous savez, le Congo, il y a le moyen. Ça, ce sont des discours, vous savez. Il y a des moyens avec le mécanisme de contrôle que le chef de l'État il a donné à l'IGF et tout ça. Je crois que les recettes sont bien encadrées, je pense. Que les moyens, on en aura. Ça, c'est un fort problème. Même les élections. Madame, les élections de 2010, on disait qu'il n'y a pas de moyens. Mais c'est à la fin qu'on a vu les moyens sortir. Chez nous, au Congo, c'est comme ça, madame. Quand il n'y a pas d'intérêt, d'un côté. Oui. Sans l'aide des Occidentaux. Oui. C'est ce que je vous dis qu'il y a les moyens. Je ne pense pas que l'argent qui est sorti aux élections de 2018, avec l'argent des recensements, les montants de 2018 seraient, je crois, plus par rapport au recensement. Et puis l'argent détourné aussi, madame, vous savez. Et maintenant, c'est canalisé, je pense que ça va aller. Voilà. Très bien, monsieur Betou. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Je pense que les internautes, certains vous ont connu aujourd'hui. J'espère échanger encore avec vous et profiter de votre expertise sur pas mal de sujets. Donc, un message de fin pour nos internautes qui nous suivent et pour la diaspora aussi. D'abord, je remercie Madame Pichou Mangaya. C'est vraiment un plaisir, c'est une grande satisfaction. Je suis surpris de se retrouver dans un endroit comme ça. Je n'y pensais pas. Même quand vous m'avez appelé, je pensais que non, on va se retrouver peut-être dans un restaurant, mais nous nous retrouvons dans un studio. Félicitations pour ça. J'ai dit aussi merci beaucoup au chef de l'État pour les avancées. Nous suivons tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'avancées. On est content. Et je dis aussi bonsoir aux amis. Et puis, on est là pour bientôt. Je crois qu'on va se voir dans d'autres émissions pour éclairer la population. Ce que nous avons parlé, on a parlé. Mais je sais que non, prochainement, on aura encore beaucoup plus parlé de ce que nous parlons. Je vous dis merci sincèrement et ça me va tout droit au cœur. Donc, nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission. Je remercie les internautes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris, comme d'habitude dans nos émissions. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la situation, que ce soit dans le passé et l'avenir.
Nous aurons encore à recevoir le conseiller M. Bétou dans plusieurs émissions pour parler de plusieurs sujets. Je pense qu'on a besoin d'expertise en ce moment, on a besoin d'avoir des bonnes propositions et les personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui peuvent vous apporter les bonnes réponses dans nos émissions. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Merci à tous les internautes, merci à mon équipe à Kinshasa, Annette Chituka, merci à Herman Emporio, merci vraiment à toute l'équipe. Merci à celui qui se retrouve derrière cette caméra, Chris Baby. Merci à Henri Montane, merci à Patrice. Je ne dirai pas leur nom, ils se reconnaîtront. Donc à très bientôt sur notre chaîne clébois.com. Merci.